Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission qui va être en grande partie dédiée à Milan-San Remo. Et pour m'accompagner ce soir, déjà j'ai la grande surprise de pouvoir accueillir Daniel qui revient du Cameroun. Il est revenu en pirogue, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu depuis quelques mois. Salut Daniel. Salut Charles. Et Greg avec l'accent chantant marseillais. Bonsoir à tous. Alors messieurs, ouais, on va commencer par Milan-San Remo forcément et j'avais envie de vous lancer avec une question forcément un peu polémique. Daniel, est-ce que Milan-San Remo est devenu une course chiante à regarder? Est-ce que vous avez trouvé ça plus chiant que les autres années? Perso, je suis pas persuadé qu'il y a eu beaucoup de changements sur les 4-5 dernières éditions. Alors oui, on peut dire qu'il y a eu des attaques plus ou moins percutantes les années précédentes, ou peut-être des attaques plus tôt dans la course, mais bon, c'était de la part de coureurs plutôt lambda en général qui attaquaient dans le Cipressa, donc franchement, j'ai pas vu une grande différence par rapport aux dernières éditions. Et toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses de... Un peu de romantisme, Charles. Enfin, c'est tout, voilà, il y a Milan-San Remo a un certain charme, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans de vélo qui savent très bien que avec beaucoup de chance, ça se joue dans la Cipressa, mais sinon, faut attendre le Poggio pour voir vraiment le mouvement et la course s'animer un peu. Je pense que pas grand monde n'a été surpris du scénario du jour, oui, ben, c'est plus le décor, les 300 kilomètres qui font que l'historique plutôt que. Enfin, moi perso, je m'attendais pas vraiment à un autre scénario de course. Bah, avant de Ah oui. passer à la course en elle-même, Daniel, on parle beaucoup d'Estradé, hein. Beaucoup voudraient la placer, cette course-là, en monument. Et on critique un peu Milan-San Remo. Où va votre préférence, vous, entre les deux épreuves italiennes? Oh, je sais pas, j'aime bien les deux. Chacune a ses particularités. C'est vrai qu'au niveau des stradés, ça avait été mentionné il y a quelques semaines, mais c'est vrai que c'est clairement le plus fort, celui qui sort le plus de watts qui gagne. Donc finalement, est-ce que c'est plus intéressant dans l'absolu? Je suis pas non plus sûr. Je pense que quand on aime le cyclisme, on aime aussi le cyclisme sur route, pardon. On aime aussi le côté stratégique, les petits jeux, etc. Donc voilà, et justement, Milan-San Remo a vraiment ce côté où tout type de coureur est susceptible de gagner. C'est vrai que tout est condensé dans les 15 derniers kilomètres, si on veut les 25 derniers kilomètres. Mais ouais, je trouve qu'elles ont leurs particularités chacune et qu'elles ont franchement le mérite d'exister. Et moi, elles me plaisent toutes les deux. C'est vrai que tu l'as souligné, l'un des points forts de Milan-San Remo, c'est cette incertitude. Et Greg, on l'a encore vu cette année, où tout le monde parlait des trois grands favoris, hein, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert et Julien Alaphilippe. Et finalement, c'est Jasper Stuyven qui est sorti dans le final et s'est imposé en solitaire. Ben, je l'avais dit la semaine dernière quand même, C'est hein, vrai. donc pour une fois en 3 ans, pour une fois que je fais un bon prono, Bravo! Là, chapeau, hein. voilà. Non, mais oui, peut-être aussi. C'est vrai, parfois, dans des courses, quand il y a des favoris qui semblent écraser les pronostics, que tout le monde se regarde un peu, eh bien, parfois, c'est un outsider qui peut profiter de la situation pour tenter une attaque. Et je pense qu'il a joué de manière très intelligente. Et c'est vrai que c'est là où le profil de Milan-San Remo avec le Poggio eh bien, laisse cette opportunité-là à peut-être un outsider, un coureur qu'on n'attend pas. Moi, ça me fait un peu penser finalement à la victoire un peu de Nibali. Alors, c'est un autre style de coureur, mais ce côté, le coureur qu'on n'attend pas trop, qui attaque et personne ne revient, voilà, tant mieux pour lui, hein. C'est quand même une sacrée victoire pour lui. Et tu as raison, on en reparlera. C'est quand même la surprise, c'est qu'on attendait tous le duel des grands chefs entre Van Aert, Van Der Poel et Alaphilippe. Et bien que finalement, voilà, c'est un troisième larron un quatrième larron, pardon, qui a gagné. C'est vrai que tu parles de surprise. Moi, j'ai été surpris d'un truc, Daniel, c'est de pas voir Mathieu Van Der Poel un peu plus tranchant dans le Poggio quand tu vois la force qu'il avait dans la montée finale vers Sienne lors d'Estradé. Est-ce que tu pensais, toi, qu'il pouvait vraiment en placer une énorme et s'imposer en solitaire? Ouais, bah, ouais, je le pensais. Après, c'est vrai qu'on a vu pendant les kilomètres avant le Cipressa, puis après le Cipressa et avant le Podio, il était souvent un peu en queue de peloton, assez mal placé. Il remontait, il faisait un peu, entre guillemets, n'importe quoi. D'ailleurs, tu parles de son punch. Moi, je l'ai vu, son punch dans le Podio. Et quand Philippe, je crois, attaqué Mathieu Van Der Poel.
a fait une remontée quand même assez spectaculaire à partir Mm. de la 20e ou 30e place. Il a remonté toute la file qui était quand même à fond, à fond. Donc je pense Tu il a penses que c'est montré plus un un problème de sacré punch placement à du ce coup? moment-là. Mais voilà, à l'avant du groupe, il était un peu sec, quoi. Donc il lui restait plus suffisamment pour encore en remettre une, certainement. Et oui, effectivement, on peut dire que les pronostics ont été déjoués. Bon, j'ai remarqué, je suis pas le seul, c'est que le trio qu'on citait comme les grands favoris, ils ont beaucoup donné il y a 3 4 jours sur Tirreno Adriatico. Je crois que ces derniers jours, l'un des grands débats qui revenait dans la majorité des articles, c'était est-ce qu'ils ont récupéré de leurs efforts, etc. Et les conclusions disaient oui, il n'y a pas de problème, 3 jours c'est largement suffisant. Ben, finalement, on peut se poser la question parce que justement, les trois ont semblé un peu moins tranchants et des coureurs qui n'ont pas fait beaucoup d'efforts ou qui ont fait 2 jours de course, 3 jours de course sur Tirreno ou qui ont abandonné sur Paris-Nice, comme Ewan, Steven, je crois qu'il n'a pas non plus énormément fait d'efforts ces jours-ci. On a vu qu'ils ont pu suivre. Donc finalement, est-ce que justement le combat que se sont livrés ces coureurs-là sur Tirreno Adriatico n'a pas pesé finalement dans la balance et fait que leur niveau était moins élevé qu'espéré? Mais c'est vachement intéressant ce que dit Daniel Greg, parce que c'est vrai que quand on lisait les articles que tu mentionnes, on parlait beaucoup de Caleb Ewan, soi-disant pas en forme, qui quitte Tirreno Adriatico trop tôt. Et au final, mais quelle démonstration dans le Poggio, on a l'impression d'avoir un puncher pépère dans les roues et que de toute façon tu pouvais faire ce que tu voulais, mais tu pouvais pas le sortir de la roue. Oui, il a été surtout impressionnant dans la facilité parce que bah, c'est quand même un coureur, voilà, parmi les sprinteurs, qui a quand même voilà, la réputation de passer correctement les bosses. Mais le voir surtout aussi à l'aise, il était en deuxième position, il me semble, hein, Ouais. quasiment tout le long. Puis t'as Et pas être voilà, l'impression qu'il a aussi été en difficulté, réactif, en plus c'est ça le truc quoi. le voir Ouais, il aller fournait chercher, la course. le voir aller suivre comme ça Van Aert, c'est vrai que je pense ça fait partie des surprises de ce samedi. Parce que autant aller le voir suivre en queue de groupe, c'était largement envisageable, autant le voir à l'avant, ça c'est vrai que c'était une autre des surprises de ce San Remo. Tu voulais Ouais, rebondir Daniel, je crois. Ouais. et en plus, il lui restait vachement d'énergie pour faire un gros sprint sur la fin, parce que d'autres sprinteurs qui arrivent à suivre, c'est pas toujours le cas. Donc, ouais, il était vraiment une jambe au-dessus des autres pour le coup, Caleb Ewan. Et bon, on peut se dire qu'à force de tourner autour, il va la gagner, mais bon, moi j'ai envie de dire qu'à force de rater le coche, peut-être qu'il la gagnera jamais, lui non plus, à Oui, c'est l'image d'un Peter Sagan. un Peter Sagan d'ailleurs, c'est bien parce que j'allais en parler. Un Peter Sagan qui était très très discret en début de saison et qui sort de sa boîte là et termine quatrième de la course. Mais oui, il est quand même, enfin, il est quand même là, alors on est toujours partagé parce il y a eu certaines années où il paraissait invincible. Sur Tirreno, ben, il était, enfin, on l'a pas beaucoup vu, voire même pas du tout. Et là, pour le coup, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour lui de le revoir à l'avant, hein. Sa saison a commencé seulement avec Tirreno il était à cause d'un cas Covid. C'est vrai que lui aussi, le voir devant, alors que finalement à Tirreno, on a l'impression qu'il tirait sa peine pendant toute la semaine. Là, du coup, pour lui, c'est une belle performance et peut-être que justement, il aura plus de fraîcheur sur les Flandriennes qui arrivent. Ah, avant de vous laisser la main et de voir si vous avez d'autres choses à évoquer, Daniel, j'avais un dernier coureur dont je voulais parler, c'est Tom Pidcock pour sa première saison, hein, course de 300 bornes, pas de souci, présent dans le Impressionnant. Poggio, attaquant dans la descente et assez impressionnant quoi. Oui, franchement impressionnant. Alors oui, il y a une grosse hype autour de ce coureur qui est a priori qui était relativement méritée, mais bon après une hype, faut pas non plus qu'elle se développe trop. Coureur donc un très jeune, disons champion du cyclo-cross qu'on attendait assez haut sur route et je crois qu'il a gagné le Giro pour les espoirs Ouais, l'année ouais, ouais. dernière. Mais là, effectivement, une course de 300 bornes avec, en plus, il a été assez étincelant dans la montée. Ouais, on s'attendait pas forcément à un tel niveau. Et d'ailleurs, déjà sur les premières Flandriennes, il était parmi les plus forts. Donc, franchement, chapeau et intéressant à suivre. D'autres choses, Greg, sur Ben, Milan-San Remo justement, qui t'ont enfin, marqué? ben,
parler de Pitcock, pardon, mais aussi d'Ineos qui a beaucoup roulé quand même. On a vu, notamment sur la descente de la Cipressa, je crois qu'ils la font à fond, on les a vus à l'avant. Et alors après, cette 15e place, alors c'est vrai que c'est un jeune coureur, donc c'est bien, mais je pense qu'ils avaient de plus grosses ambitions pour lui, hein. Qu'ils visaient pas seulement un top 20, je pense qu'ils visaient beaucoup plus haut, vu le Mhm, rythme qu'ils ont mené à un moment. mhm. Alors oui, c'est une satisfaction, peut-être parce il débute sur le World Tour, mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils visaient beaucoup plus haut. Oui, et puis c'était clairement leur leader, puisque bon, on a vu que dès la montée du Poggio, c'était quand même plutôt lui qui était à l'avant. Il y a aussi Kwiatkowski qui a fini dans le premier groupe, mais bon, on l'a quand même un peu moins vu. D'ailleurs, ça me fait penser, oui, je voulais pointer ça. Après le Poggio, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'équipiers, que tous les coureurs étaient entre guillemets esselés. Et puis finalement, en regardant les détails, je vois qu'il y avait donc les deux Ineos, qu'il y avait deux coureurs Bahreïn et deux coureurs De la Bora, je crois. de la Bora. Voilà, donc finalement, derrière Steven, peut-être qu'une petite collaboration aurait pu se mettre en place. Mais bon, après, ça se joue en 3-4 km, les décisions, il faut les prendre vite, ça se joue avec la position dans la file, les virages, etc. C'est aussi ça qui fait le charme de Milan-San Remo, justement. C'est que c'est tellement condensé qu'il faut réagir tellement vite et prendre les décisions tellement vite. Et puis, bah, il faut encore avoir l'énergie pour faire le bon truc au bon moment. C'est ça qui rend finalement la course compliquée et belle. Alors messieurs, Euh, on va passer à la suite Ah bah, un petit mot sur les Français, peut-être. Le beau top 10 de Turgis. Ouais, 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 qui enchaîne un nouveau Encore top une 10 fois, en... hein, quand même. ouais, on avait Qui, d'ailleurs pas mal parlé de Laporte aussi, qui pouvait peut-être faire quelque chose de beau sur cette course, puisqu'il avait l'air en grande forme et de bien passer les bosses. Bon, il finit dans le deuxième petit groupe à 6 secondes, si je ne m'abuse, avec Bouhanni, avec Bouhanni, etc. ouais. Je voulais aussi peut-être placer un petit mot sur Søren Kragh Andersen. Vous croyez que Steven lui a offert une montre, une Rolex ou Je quelque sais chose pas, comme mais j'ai ça? pas trop compris en tout cas. Ah, peut-être c'était pour la beauté du geste. Bon, regardez, on peut résister. Que là, clairement, sans Krak Andersen, je pense pas que Stuyven s'impose, quoi. Je sais pas quel est votre avis sur le sujet, les gars, mais... Il a fait quoi? Il a fait quasiment les 2 derniers kilomètres en tête, non? Ouais, ouais, à la fin, il l'emmène, quoi. Alors, je sais pas trop ce Ouais. qui lui est passé par la tête, mais Alors, peut-être qu'il voulait la deuxième place. Mais bon, en tout ça a cas, raté. même ça, c'est raté. Bref, passons au deuxième sujet, si vous le voulez bien, les gars, Greg. Il y a j'allais dire un petit souci, mais il y a un mouvement de grogne, on va dire, chez de nombreux fans de vélo qui comprennent pas trop les choix d'Eurosport, qui a l'habitude de placer les grands événements, hein, comme Milan-San Remo, le Giro, etc., sur ses chaînes télévisées, c'est-à-dire Eurosport 1 et Eurosport 2. Et tout d'un coup, gros changement de stratégie, c'est-à-dire qu'on met les courses comme Milan-San Remo sur Internet seulement, sur l'application, et que bah, beaucoup de gens se sentent lésés parce que ils payent depuis quelques années, voire de nombreuses années, et ils ne peuvent plus regarder les courses inscrites au calendrier d'Eurosport. Donc ça pose souci, ça râle beaucoup, hein. Vous avez regardé comme moi les réseaux sociaux hier. Il y a beaucoup d'attaques, hein, notamment contre Guillaume Di Grazia, qui sont, je trouve, très mal placés, parce que lui, il n'y peut rien, clairement, c'est pas lui qui décide de mettre sur X ou Y chaîne, mais en tout cas, ça râle, Greg, et je voulais ton avis sur le sujet. Ben, il y a un peu de quoi râler quand on est déjà abonné à Eurosport et qu'on nous dit, ah ben, pour voir la course, faudra payer en plus. Hein, et quel que soit le prix de l'abonnement, finalement. Je pense que le problème, il n'est pas vrai que sur le prix. Il est surtout que on paye, certains, beaucoup payent déjà pour Eurosport. Et on leur dit, ah ben maintenant, pour avoir le vélo sur nos antennes, ce sera un abonnement supplémentaire. Et, je- et je rajouterais aussi le manque de communication et de transparence, car c'est pas clair quand même. C'était longtemps, c'est resté pas clair. Et même à l'avenir, quelle sera la politique de diffusion, notamment pour le Giro? Moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Peut-être que toi, tu en as plus, mais moi, je trouve que pendant très longtemps, enfin, on a un manque d'informations très précises sur est-ce que ce sera diffusé sur les antennes d'Eurosport normales, j'ai envie de dire, ou il faudra s'abonner via Internet par un bouquet, on va dire numérique, ce qui évidemment, alors je répète, hein, c'est peut-être pas forcément une question de prix, mais payer en plus quand on est déjà abonné à quelque chose, forcément, certains l'ont un petit peu mauvaise. C'est vrai que Daniel, c'était un des gros points de mécontentement, c'est que personne ne comprenait trop ce qu'allait se passer, quoi. On a tous eu ces discussions sur les forums de Vélo Club où chacun essayait de trouver des infos
et de les apporter à la communauté? Où est-ce que ça va passer? Est-ce que ça sera en direct, en différé, JCN, l'Eurosport Player? C'était un peu n'importe quoi. Ouais, bah, c'est le bordel, clairement, et je comprends ceux qui râlent, enfin, principalement les abonnés d'Eurosport. Bon, je sais pas exactement combien ça coûte Eurosport, moi je me suis jamais abonné, mais effectivement, les gens sont abonnés pour voir le cyclisme principalement, en tout cas parmi les gens que nous on connaît. Et quand Eurosport récupère des droits pardon, et les met sur une autre plateforme avec un autre abonnement, bah, c'est vrai qu'il y a de quoi se sentir lésé. Enfin, tu vas pas prendre 36 abonnements parce que les courses sont sur différentes plateformes. Et d'autant plus si c'est le même diffuseur finalement qui détient les droits. Encore si c'était des diffuseurs concurrents et que la moitié est chez l'un et l'autre moitié chez l'autre, bon, on pourrait comprendre, mais ça serait emmerdant. Mais là, si c'est le même diffuseur et qui sépare pour forcer les gens à prendre plusieurs abonnements, ça n'a aucun sens. Enfin, je vois même pas comment ce genre de décision a pu être prise rationnellement. Enfin, ils se mettent tellement les gens à dos. Et en plus, bah, vous l'avez souligné, il n'y a aucune communication. Les gens se rendent compte devant le fait accompli que la course qu'ils veulent voir n'est pas diffusée sur leur chaîne payante. Donc, c'est-à-dire que ils ont à peine attiré des nouveaux clients avec leurs histoires de players et d'abonnements en ligne, etc. Enfin, je crois qu'on avait vu les chiffres non officiels, mais quand même relativement officiels sur les Strade Ouais, Bianche, c'était qui était 6000 vues, hein. C'est la rien, quoi. première course en exclusivité, 6000 vues sur leur player. Bah voilà, enfin, Pour situer un peu, c'est beaucoup moins que le nombre de personnes qui ont visité Vélo Club ce jour-là, le jour des Strade Bianche, et donc il y a quand même normalement un gros avantage pour Eurosport, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, bah, même sur Milan-San Remo, bon, nous qui suivons aussi pas mal les choses sur le forum VCN, il y a souvent des gens qui font les courses en live. Là, presque personne racontait ce qui se passait. Bon, en même temps, il se passait pas forcément grand-chose, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait assez peu de gens, pardon, qui suivaient la course en direct, quoi. Du coup, et ouais, c'est regrettable Puis quand ce qui est même. symptomatique, je trouve, c'est que tu vois, bon, après, il y a des gens comme toi et moi, je pense qu'on est à peu près à la même enseigne parce qu'on s'est jamais vraiment abonné à Eurosport. Et quand on l'a fait, c'était via le player. Donc, du coup, on n'est pas forcément gêné parce que de toute Oui, façon, on n'est pas en doublon. Puis, moi, je l'avoue, hein, très humblement, et je suis content de voir les courses sur le player parce que bah, je peux mettre ça sur ma télé parce que du coup, de notre génération, des fois, c'est un petit peu plus facile, hein, sans faire offense à qui que ce soit, de manier l'outil technologique et de balancer une application sur la télé. Mais ouais, je suis assez satisfait parce qu'aussi il n'y a pas de pub et que bah, du coup j'ai pas ce doublon, mais je comprends tout à fait ceux qui bah, sont emmerdés parce que bah, ils payent 15 balles ou 20 balles par mois leur bouquet CanalSat et qu'on leur dit ouais, repaye 5 ou 10 pour voir du vélo. Mais ouais, puis il faut avoir le truc technique pour le mettre sur la télé, sauf ouais, si ça voilà, te parce dérange qu'il pas de y le a des faire gens sur qui le ont 60 PC. balais, bah forcément, Perso, ça marche sur le PC, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut aussi avoir la connexion parce que c'est pareil, c'est pas le cas pour tout le monde. Bon, moi pour l'instant, vu ma situation personnelle, je regarde en utilisant la 4G, donc bah, du coup, j'ai pas regardé les 300 bornes de Milan-San Remo. Hein. J'ai pas envie de cramer mon forfait en un coup, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a une rupture d'égalité en fait des gens qui peuvent avoir Eurosport que via le satellite, du coup, eux, ils sont foutus, quoi. Il suffit qu'ils aient pas ouais. les connaissances pour mettre le player sur leur télé, et puis, bah, ils n'ont plus rien, quoi. Et Faut en pas plus, leur aucune vie, quoi. Enfin, communication, aucune pub. Donc, enfin, comment tu vas attirer des clients comme ça? Enfin, c'est juste, je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, moi, ça me fait penser qu'il y a plutôt des problèmes du côté d'Eurosport ou qu'il va y avoir des gros bouleversements. D'ailleurs, je crois qu'il y a une histoire de plateforme Discovery Discovery Plus Plus, ouais. qui doit être mise en place. Ouais, bon, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un truc de transition, mais ça, c'est Ça a été pas, mal préparé, en fait, c'est ça qu'on... ouais, clairement, clairement. Mais Greg, il y a un truc aussi qui est symptomatique, c'est que je trouve qu'il y a sur nos forums, hein, je prends souvent l'exemple de nos forums parce que c'est là qu'on va chercher nos informations, mais il y a des gens très mesurés qui là commencent vraiment à se fâcher, à la limite insulter les patrons d'Eurosport. Donc quand des gens très mesurés en arrivent à ces extrémités-là, c'est que vraiment il y a un souci, quoi. oui, mais c'est global aussi avec ces histoires de droits télé qui sont rachetés, des propositions pour maintenant, pour regarder du sport à la télé, il faut payer de plus en plus. On l'a vu dans le football avec la Ligue 1 et Mediapro et la chaîne Téléfoot qui n'a pas tenu très longtemps. Finalement, Pourtant maintenant, j'ai les essayé de l'aider, hein. téléspectateurs. Pourtant, voilà, tu étais le seul abonné en France, je crois, Charles, hein. Euh,
pour le coup, voilà, c'est qu'on demande toujours aux téléspectateurs de payer encore plus, toujours aux fans de sport de Bah, payer toujours c'est plus. l'impression qu'on nous prend pour des vaches à lait parfois, quoi. Et là, voilà, comme on l'a dit, le sommet, c'est quand tu es abonné à Eurosport, on t'a dit, ah oui, mais tu as Eurosport 1, tu as Eurosport 2, mais pour voir le vélo, tu seras un autre Eurosport encore plus. Voilà, il y a un moment où les abonnements, surtout qui ont tendance à augmenter chaque année, il y a un moment où les consommateurs, ben, pour eux, trop c'est trop. Et que juste voir, alors, sans rentrer en plus que c'est bien de payer, mais alors c'est pour taper des blagues un peu lourdes pendant les 6 heures de direct de Milan-San Remo, on peut espérer mieux aussi. Ouais, ça c'est très pénible par contre. Je trouve que, enfin, on rend pas service à la télé quand on s'aligne comme ça sur un niveau PMU. Moi, ça me dérange beaucoup. Enfin, j'irai pas plus loin parce que c'est pas non plus le but, mais Ben, surtout sur la longueur, quoi. enfin, à un Bah, moment, on n'est après, pas une bande de beaufs, quoi. Enfin, faut arrêter, je pense. j'ai pas forcément suivi les blagues en question, effectivement, mais ouais, je voulais rebondir sur un truc, mais c'est vrai que si on paye un abonnement, on peut s'attendre peut-être à autre chose que des blagues pour remplir le temps d'antenne et peut-être des petits reportages. Bon, France Télé, ils font des reportages durant le Tour de France. Eurosport, tu payes. Ils sont pas sur place, ils sont à Paris, à La Réunion et je sais pas où par téléphone et il n'y a aucun reportage sur place, tu vois. Donc, et en plus, ceux qui payent encore la chaîne télévisuelle, ils ont encore des pubs en plus. Enfin, à un moment donné, c'est vrai que c'est trop, quoi. C'est pas possible. Donc oui, a priori, j'aime bien Eurosport et les commentateurs. Peut-être pas tous les consultants, effectivement, mais quand tu payes, tu peux quand même t'attendre à ce qu'un, il n'y ait pas de pub, et deux, à ce que tu aies toutes les émissions ou toutes les courses qui sont disponibles, et trois, à ce qu'il y ait un peu de la qualité derrière, quoi. Mais pour finir sur ce sujet, Daniel, est-ce que le pire au final, c'est pas qu'Eurosport, en une semaine, ils ont complètement détruit l'énorme cote de sympathie, je trouve, qu'ils avaient auprès des fans de vélo. Ah bah ouais, certainement, ouais, ouais. Et puis je pense que pas mal de gens vont se désabonner. En tout cas, moi je leur conseillerais de se désabonner s'ils sont pas contents. Greg, ton avis pour finir là-dessus? Oui, tu as raison, enfin, je pense que beaucoup avaient plutôt un a priori positif sur Eurosport. Mais là, le fait, voilà, cette politique, eh ben, vous vous abonnez si vous voulez absolument suivre les courses. Et d'abord, en plus, on communique pas du tout, et donc enfin, voilà, vous êtes devant le fait accompli. Je pense qu'on est devant un ras-le-bol de façon générale hein, des consommateurs face aux abonnements de télé qui se multiplient. Euh, et voilà, ça m'étonne pas qu'on voit de plus en plus de commentaires, soit sur les forums, sur les réseaux sociaux, de personnes, comme tu l'as dit, hein, parfois très mesurées, qui d'un coup, là, voilà, qui disent maintenant c'est stop. Alors pour finir l'émission, les gars, on avait prévu hein, de parler un peu du Tour de Catalogne qui débute ce lundi. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, quand la Catalogne arrive, c'est qu'on rentre dans une phase où normalement il y a quasiment plus de coupure, quoi. On a des courses par étapes la semaine et on se tape les grandes classiques le week-end. Mais c'est vrai que on commence, surtout que c'est une course pour grimpeurs. Et ça fait toujours du bien d'alterner. Après, on aura bientôt les Flandriennes qui vont commencer. Donc, c'est vrai qu'on commence à, voilà, le rythme des courses augmente. C'est plus tellement le début de saison. On est vraiment dans le vif du sujet et on le voit aussi avec la start list. Parce que je pense qu'on va en reparler, mais on a déjà la rentrée de Marc Hirschi, enfin. Donc, On verra. Ne nous On verra, enflammons pas. hein. alors moi, je reste optimiste. Je pense, à mon avis, il sera là. Il faut bien qu'il reprenne un jour, ce brave garçon. On Il a y a une une race équipe dedans, là. Ineos qui est quand même 3 étoiles avec Porte, Carapaz, Damies, Guerin Thomas, Juan Denis et qui auront deux coéquipiers, Castroviro et Lucro. Il y aura Joe Almeida pour Quickstep. Il y aura évidemment Valverde, Eric Mars et Soler pour Movistar. Euh, la Jumbo, peut-être je vous en parlais, Daniel. Sepp Kuss, Ouais, George Bennett, Kreuzweig, Gesink. apparemment Bon, les ça trois fait. vont jouer le général. Bon, pas Gazing quand même. Il a dépassé ce stade, le pauvre. Et il y a aussi Hindley, donc ancien, futur, ex presque vainqueur du Giro, qui va essayer Est-ce qu'il n'y a pas une de- belle opportunité, Daniel, pour Kreuzweig, là justement, après le départ de Tom Dumoulin, de montrer qu'il a encore cette capacité d'être plus qu'un lieutenant de luxe chez Jumbo-Visma?
Ah bah de toute façon lui pour lui il n'est pas un lieutenant, lui il sait qu'il est leader, mais C'est je con, il a pense que loupé c'est à sa peu près. huitième place sur Paris-Nice, là il a dû faire un petit effort. Ouais. Après là c'est pareil, il va jouer le podium, mais je crois que c'est ce qu'il dit, ou le top 5. Mais bon, après les courses d'une semaine c'est bien, mais lui, il s'exprime quand même un peu mieux sur 3 semaines Ouais. que sur une semaine où il faut quand même avoir un peu plus de punch et souvent. Donc, bon, il y aura du monde là avec du punch qui sera capable de suivre dans les montées. Ouais, vous avez parlé d'Almeida, mais voilà, il y a 20 voire 30 coureurs capables de jouer un top 5. Donc, à voir qui sera vraiment en forme et qui ne le sera pas. Qui sera le leader, par exemple, chez Ineos, et qui sera là pour emmener du tempo. Je trouve que c'est un peu difficile de se projeter. Mais justement, si c'est difficile de se projeter, Daniel, je vais te laisser la main avant de la redonner à Greg. Est-ce qu'il y a un ou deux coureurs dont tu vas vraiment guetter les performances pour voir si là, à fin mars, ils sont au niveau ou pas? Ouais, peut-être bah, Valverde, mais j'y crois plus trop. Après, ce qui m'intéresse, ouais, c'est les gars qui commencent à se découvrir comme Carapaz ou Hindley pour voir un peu où ils en sont, quoi. Parce que ou même un Lennart Kemna qui, je crois, il fait sa rentrée sur cette course. Bon, peut-être pas pour la victoire, mais en tout cas pour voir où ils en sont. Les Yates, où on sait qu'ils seront là, les Bennett aussi, donc Quintana, on sait qu'il est à peu près régulier dans les premières places. Donc voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir les coureurs qui ont émergé l'année dernière ou depuis 2 3 ans et voir un peu où ils en sont. Parce qu'en général, les premières courses de la saison donnent quand même le ton pour le reste, pour la suite, je trouve. Justement, tu parles de ton, Greg. Je vais citer un coureur qui a gagné 4 fois le Tour de France, c'est Chris Froome. Ça a encore été dur hein, lors de l'UAE Tour. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, sa dernière chance sur une course qui normalement doit lui convenir de montrer qu'il est au niveau et qu'il peut viser ne serait-ce qu'un top 10 sur le Tour de France, quoi. Si là, il n'arrive pas à faire mieux que 30-40e, est-ce que c'est pas déjà terminé pour lui, quoi? Enfin, personnellement, moi, je vois enfin, 30-40e, limite, même, ça serait plutôt bien pour lui. Enfin, moi, je vois pas du tout performance, Tour de Catalogne. Tu l'as dit, hein, sur l'UAE, il a pas été, où la concurrence était quand même pas, non, était, je pense, moins importante que sur la Catalogne. Il n'a pas été dans les meilleurs. Moi, je pense malheureusement, certains diront enfin que je ne le vois pas jouer la victoire, jouer plus que voilà. Enfin, il sera peut-être l'équipier. On verra ce que fait Dan Martin. Michael Woods jouera les étapes, à mon avis aussi. Honnêtement, enfin, pour moi, si vraiment il est performant, ça serait une surprise. Alors chez les jeunes, il y a pas mal de coureurs qui auront des libertés, hein. Je vois Harold Terrada qui aura pas de gros leader. J'avais vu aussi quelques noms. Il faudra voir la forme de Simon Yates, mais Lucas Hamilton, ça peut être intéressant. Il y a Arm Van Hoek, il y a Clément Champoussin. Quels sont les coureurs, Daniel, chez les jeunes pousses que tu attends ou que tu Ah, espères voir un peu briller sur ce Tour de Catalogne? c'est vrai, c'est une bonne question. Bah, moi, j'aime bien Thymen Arensman, donc Ouais. côté hollandais, qui est chez DSM. C'est un de mes petits chouchous, donc à voir s'il sera déjà en forme. Sur l'UAE, c'était pas forcément le cas, donc bon, je suis pas très optimiste pour lui. Après, ouais, il y a peut-être quelques jeunes Colombiens qui tardent à confirmer et dont on aimerait bien avoir des nouvelles aussi. On pense à Camille Wardilla, hein, notamment, qui avait écrasé Ouais. le Giro Espoir il y a 2 ans et qui est complètement Mhm. fantomatique depuis son passage chez les pros. Exact. Et toi, Greg, quelques noms comme ça, des jeunes que tu aimerais voir briller? Enfin, je suis un petit peu. Alors, McNulty, alors même s'il a maintenant un petit peu d'expérience, il a que 22 ans. Je suis curieux de voir s'il peut jouer le général justement face au Almeida, face au Carapaz ou à Damietz. Sinon, ben, je serais toujours alors plutôt vers les sprinters aussi. Jordi Meus Hmm. de la Bora, qui a été, on l'a vu notamment dernièrement sur une semi-classique qui a fait quelques bonnes perfs. Et puis après, alors toujours dans les cours à suivre, enfin, pas seulement chez les jeunes, d'ailleurs, Hugh Carty. Est-ce qu'on va le retrouver à l'avant et jouer la victoire? Lui qui a été bon sur la Ouais. Vuelta l'année dernière. Est-ce qu'il va refaire, on va retrouver enfin, des performances de ce niveau-là cette année? Eh ben moi, il y a un coureur que j'attends un peu au tournant, c'est Lennart Kamna. J'aimerais bien voir s'il peut confirmer là sur une épreuve d'une semaine avec une grosse concurrence et pourquoi pas choper un top 5 ou un top 10. C'est sa Ouais. reprise aussi, je crois.
Ouais, ouais, ouais. Puis à voir aussi le vainqueur de la Vuelta Juventud, hein, Diego Camargo, qui sera au sein de l'équipe EF Education Nippo, à voir s'il arrive à tirer son épingle du jeu. Alors messieurs, pour finir l'émission, parce que je vois que l'heure tourne, je vais vous proposer les traditionnels pronos, pardon. Et on va commencer par Oula. Greg, hein, qui faisait son malin hein, il y a quelques Ouais. minutes avec son Jasper Stuyvesant sur Milan-San Remo. Greg, est-ce que tu peux nous donner le top 39 du Tour de Catalogne, s'il te plaît? Alors, je vais me contenter du podium. Alors, Petit joueur. Adam Yates, Joao Almeida et Carapaz. Et toi, Daniel? Ouais, bah, je voulais citer Adam Yates aussi. Après, pour le reste, franchement, je sais pas trop. Carapaz, bah non, ça ferait encore un deuxième Ineos, faut pas exagérer quand même. Qui est-ce que je peux citer? Mais t'es Jumbo, fais-toi plaisir, vas-y. Non, non, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop. Euh, Ouais, franchement, je sais pas. Franchement, je vais citer des jeunes, vas-y, à suivre plutôt qu'un podium. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, il y a Skelmos chez la Trek qui a fait sixième sur l'UAE, qui peut aussi Hmm. faire encore un beau Catalogne. Et puis peut-être le russe Savan Novikov, quoi, qui peut aussi émerger, qui est dans une équipe espagnole, donc à suivre, disons sur ses terres, même s'il est russe, mais bon. Et sinon, pour le podium, je trouve que c'est trop ouvert et j'arrive pas à savoir qui sera leader dans C'est cette vrai qu'on n'a équipe. pas trop Donc, d'idées des états de forme non plus des mecs, voilà. quoi. Que tu as Simon Yates, par exemple, j'avais envie de le donner, mais on voit qu'il n'a pas été très très régulier sur Tirreno, donc c'est compliqué de miser sur lui. Ouais, même De Koenig, ils ont trois leaders potentiels avec Almeida, Masnada, Knox. Donc, ouais, difficile de Alors, savoir. allez, Suffit qu'il y en lâchez-vous, les gars. Allez, moi je vais dire Adam Yates, Henrik Mas, parce que la Movistar va falloir qu'il se réveille un jour quand même. Et en troisième, pourquoi pas, je sais pas, ouais. Allez, une Woodpool. surprise, Hugh Carty. Pourquoi tu dis pas Richie Porte? Parce que je veux pas lui porter la poisse. Fais-toi plaisir, vas-y. Ou peut-être Quintana sera toujours là, troisième, quatrième. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ok. Bon, on Voilà, verra bon, bien. on n'est pas très chaud. En général, Catalogne, on la suit parce que voilà, la saison commence à, comment dire, la saison commence à être intense et on est habitué à suivre une course tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas trop de courses en parallèle jusqu'au prochain week-end. Mais Si, 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 je en crois termes qu'il y de... a. Attends, je vais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'il y a les Ah 3 oui, jours de la panne, enfin la nouvelle appellation des 3 jours de la panne. ouais, c'est une course plate. Ah oui, puis il y a Et le vendredi, il y a 3. le 3, ouais. Ouais, vendredi, voilà. En tout cas, comme on est en manque de vélo, enfin, Et la copie on va, Bartali, j'ai oublié. et on va suivre la course qui a lieu, on va forcément suivre le Catalogne, mais en général, c'est quand même pas la course de l'année. Non, non, c'est vrai que c'est une épreuve, hein, puis je vais finir là-dessus, qui bénéficie pas forcément d'une belle cote de popularité, alors qu'il y a souvent une belle start list et des belles arrivées, mais s'il passe pas souvent grand-chose de spectaculaire. Et ouais, Ouais, ça attend les 300 mètres pour placer une accélération, et tu puis l'as dit, voilà. Daniel, c'est pas une épreuve qu'on attend forcément avec impatience tous les ans, quoi. Mhm. Ouais. Eh bien, messieurs, sur ces belles paroles, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, puis on se donne rendez-vous comme d'hab dimanche prochain à 20h pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao! À dimanche. Ciao, ciao.